de vous recevoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV. Dans le silence des chancelleries et le fracas des arsenaux, une évidence s'impose. Le vieux logiciel des relations internationales, celui du diplomate et du soldat, est en train de rendre l'âme. Nous avons longtemps cru que le monde se résumait à un échiquier où les États déplaçaient leurs pions. Mais aujourd'hui, de Téhéran à Gaza, ce sont les peuples, les jeunesses et ce que notre invité appelle l'énergie sociale qui bouscule les États-majors. Pour comprendre ce basculement, nous recevons l'un de nos plus grands penseurs du global, professeur émérite à Sciences Po, auteur d'une œuvre monumentale qui a redéfini la sociologie des relations internationales. Il publie aujourd'hui un ouvrage essentiel aux éditions Odile Jacob, Par-delà la puissance et la guerre. Bertrand Badi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce temps de réflexion nécessaire. Bonjour et merci de cette invitation. Professeur Badi, vous relevez dans votre dernier ouvrage que la guerre moderne perd ses objectifs clairs. Sur le dossier iranien, on assiste à une séquence stupéfiante. L'administration américaine semble vouloir s'inviter dans le processus de nomination du successeur du guide suprême. C'est une intrusion qui dépasse le simple cadre de la pression diplomatique. Sommes-nous en train de passer d'une stratégie de régime change classique à une tentative de gouvernance partagée de la transition iranienne? Et qu'est-ce que cela nous dit de la puissance américaine à simplement vaincre l'Iran par les armes? Alors déjà, la doctrine du régime change était une griffure de la théorie et de la vision classique des relations internationales. Autrefois, les relations internationales étaient strictement basées sur la compétition entre États et il s'agissait pour chacun d'accumuler suffisamment de puissance et de ruse pour terrasser l'ennemi, comme disait Clausewitz, et pour lui imposer son ordre. Mais il ne s'agissait nullement d'intervenir dans la transformation du système politique d'en face. Et même s'il venait à ce que le prince disparaisse, le prince battu disparaisse, c'était à l'État vaincu de se reconstituer. C'est ainsi que s'est constituée l'histoire. Lorsque, au tournant de ce siècle, on a introduit l'idée de régime change, on a introduit cette idée nouvelle qui consiste à dire on ne fait plus la guerre pour vaincre celui d'en face, mais pour transformer son régime. Et ça a été un échec. C'est-à-dire, on ne connaît pas de guerre de régime change qui ait fonctionné. Le cas emblématique, c'est celui de l'Irak, et on a vu que effectivement, on n'était pas parvenu. George W. Bush, président des États-Unis, n'était pas parvenu, en tous les cas, à refaçonner le système irakien en fonction de ce qu'il souhaitait. Lorsque Saddam Hussein était tombé, on avait commencé à élucubrer l'idée selon laquelle on pourrait installer un ordre institutionnel confédéral, puisque l'Irak était constitué de plusieurs ethnies, on allait faire comme en Suisse ou comme aux États-Unis, un système confédéral. On n'a rien fait du tout. On a au contraire plongé ce pays durablement dans une situation de chaos. Mais derrière tout ça, il y avait bien plus grave, à savoir que la guerre au sens classique du terme, c'était la volonté, nous dit le grand stratège prussien Clausewitz, de réaliser des objectifs politiques en utilisant la force. Alors ces objectifs politiques, ça pouvait être la conquête d'un morceau de territoire,
ça pouvait être l'obligation du pays d'en face de se soumettre à certaines exigences du pays vainqueur, ce pouvait être aussi peut-être un mariage dynastique, ça se faisait beaucoup autrefois dans l'histoire. Et donc, le vainqueur, celui qui avait réussi à prendre l'avantage, imposait ses conditions. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit d'abord ce que l'on pourrait appeler un floutage des objectifs. À mesure qu'on avance dans le temps, qu'apparaissent de nouveaux conflits, les objectifs de ces conflits sont de plus en plus confus. Déjà, dès la guerre du Vietnam, quel était l'objectif des États-Unis au Vietnam? C'était pas très clair. Et puis, la guerre d'Afghanistan, c'était pas très clair non plus. Et puis, on pourrait continuer ainsi. Mais là, cette fois-ci, on est dans une situation de confusion absolument incroyable avec cette guerre en Iran ou cette guerre contre l'Iran. S'agit-il de changer le régime? S'agit-il de démilitariser l'Iran, de le dénucléariser, de lui imposer des conditions nouvelles sur le plan stratégique ou sur celui des alliances, de séparer ce pays du reste du Moyen-Orient et notamment du conflit israélo-palestinien? Personne ne le sait. Et ce qui est pire, c'est qu'on a même le sentiment que le président des États-Unis lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire, il modifie d'un jour sur l'autre son objectif. Alors, première leçon, quand les objectifs ne sont pas clairs, la guerre perd son sens. Deuxième problème, autrefois, je l'ai dit déjà dans mon intervention, la guerre marquait la victoire du fort sur le faible, du fort ou du rusé. L'optimum étant d'être en même temps fort et rusé. Or, depuis déjà un certain temps, c'est-à-dire depuis les guerres de décolonisation, qu'observe-t-on? Le fort est souvent défait par le faible. Pendant les guerres de décolonisation, la France a été battue dans la guerre d'Algérie, comme la Grande-Bretagne a été battue face aux révoltes au Kenya, par exemple. Le Portugal a été battu dans ses colonies qu'il voulait garder à tout prix, et ainsi de suite. Donc déjà, l'idée de victoire devient elle-même ambiguë. Et surtout, ce que l'on constate depuis un certain temps, c'est que la plupart de ces guerres n'ont ni vainqueur ni vaincu, ou en tous les cas des vainqueurs incertains. Qui finalement a gagné la guerre d'Irak? Quel est le vainqueur de la guerre d'Irak? Est-ce qu'on peut le dessiner? Qui a gagné la guerre de Libye, enclenchée en 2011? La guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan, c'est un peu plus clair, puisque c'est la résistance vietnamienne dans un cas, c'est les talibans dans l'autre, mais s'agit-il véritablement de victoire? Tout cela montre que nous sommes entrés dans un temps où la notion de victoire devient incertaine, fragile. Et puis, troisièmement, il apparaît un nouvel acteur, vous l'avez signalé dans votre présentation, que sont les sociétés. Autrefois, c'était très simple, une guerre, c'était une armée contre une autre armée. Maintenant, on pourrait dire que, de façon un peu banale, c'est un pays contre un autre pays, mais un pays, c'est pas seulement une armée. C'est toute une société, et on le voit bien dans le cas ukrainien. Quel est le principal protagoniste? Est-ce que c'est l'armée ukrainienne ou la société ukrainienne? On voit que la résistance sociale du peuple ukrainien a été un paramètre inattendu pour un dictateur comme Poutine. Pour Poutine, le peuple, ça comptait pas. L'armée russe étant plus forte que l'armée ukrainienne, elle allait arriver à Kiev en quelques jours. Et elle n'est jamais arrivée à Kiev, parce qu'il y a eu une résistance sociale. Et comment maîtriser ce paramètre social? Quel est le stratège qui peut être sûr de ce que donnera cette dynamique sociale? Qui peut commander, organiser, ordonner la résistance sociale et je dirais même
l'insertion des sociétés dans le jeu de guerre. On le voit bien dans le conflit israélo-américano-iranien d'aujourd'hui. On s'aperçoit que tout est comme surdéterminé par une question à laquelle personne ne peut répondre, à savoir comment va réagir le peuple iranien. Est-ce qu'il va descendre dans la rue? Est-ce qu'il va prendre une position en faveur de telle option politique ou de telle autre? Est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il n'accepte pas les bombardements qu'il subit et qu'il subit d'ailleurs de manière atroce, hein. On n'a pas dit suffisamment comment les bombardements israéliens le 1er mars sur Téhéran et le bombardement des dépôts de carburant a provoqué un écocide, comme on dit, c'est-à-dire une catastrophe écologique qui risque de peser sur la société iranienne pendant très longtemps. Alors comment va réagir cette société? Est-ce qu'elle va accepter d'être ainsi traitée par un agresseur extérieur? Ou est-ce qu'elle va, par peur aussi de la formidable, de l'incroyable répression du régime iranien, rester calée chez elle? Ou est-ce que, ne supportant plus la situation, elle va de façon désespérée se jeter dans le conflit? Tout ça, on n'en sait rien. Et le stratège le plus fin, le plus habile, n'est pas en mesure de pouvoir construire un plan et une action sur ces hypothèses, sur ces incertitudes. Vous savez, la guerre et les relations internationales, en général, autrefois reposaient sur la certitude, c'est-à-dire sur l'option la plus rationnelle. Aujourd'hui, cette option n'existe plus. Justement, cette obsession pour le sommet de l'État iranien n'est-elle pas, au fond, une manière de nier la profondeur sociologique de ce pays? Mais absolument. Et vous savez, il y a un mot qui est très couramment employé en ce moment, qui est le mot décapitation. Alors ça, on nous le sert à toutes les sauces pour nous expliquer que le but, c'est décapiter le régime iranien. Oui, mais le régime iranien, ce n'est pas un corps humain. Quand vous décapitez un humain, évidemment, il meurt. Quand vous décapitez, et là ça devient métaphorique, un régime, eh bien on voit immédiatement se mettre en place les successeurs de ceux qui ont été ciblés, et il ne se passe rien. Comme il ne s'est rien passé, rappelez-vous, on a assassiné Ismaël Haniyeh, puis Yahya Sinwar. Maintenant, on convient de dire que le Hamas continue à être l'une des forces les plus déterminantes de la résistance palestinienne. On a assassiné Cheikh Nasrallah au Liban, et l'Israël se croit obligé, des mois plus tard, de faire la guerre au Liban et au Hezbollah, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas disparu. On a pendu Saddam Hussein en 2006 et est apparue la guerre civile irakienne. On a empalé Kadhafi en Libye en automne 2011 et la guerre civile continue et le régime est sous le contrôle de personne. Donc il faut en finir avec cette idée. La décapitation peut être une victoire tactique. Ah, c'est formidable, on a ciblé, visé le guide ou peut-être Monsieur Larijani ou bien d'autres. C'est une victoire tactique, mais une victoire tactique qui n'a aucune utilité stratégique, c'est nul. Et c'est, comme vous le dites très justement, une façon ultra simplifiée de considérer que les sociétés ne comptent pas. Votre thèse centrale, c'est que les accords d'État à État, comme les accords d'Abraham, échouent systématiquement parce qu'ils tentent de contourner les enjeux sociaux. On a cru pouvoir normaliser le Moyen-Orient en oubliant les Palestiniens. On a cru pouvoir stabiliser l'Iran en ignorant sa jeunesse. Pourquoi l'Occident persiste-t-il dans cette diplomatie de l'indifférence envers les sociétés civiles, alors que c'est précisément là que se situe ce que vous appelez la mystérieuse énergie qui fait basculer l'histoire? Oui, alors, d'abord, en ce qui concerne l'Iran, c'est pas tant la jeunesse, c'est tout simplement, effectivement, de penser
que on peut, comme par une opération chirurgicale, modifier un système politique sans même, moi ça me frappe beaucoup, se poser la question de sa réinvention. Or, la réinvention d'un système politique, elle vient des sociétés et de leur complexité. Hein. Et d'autre part, je dirais que c'est pas seulement l'Occident qui est dans cette situation. Je vous citais le cas de la Russie qui va exactement dans le même sens, c'est-à-dire ignorer complètement le paramètre social ukrainien. Et puis, c'est pas seulement le Moyen-Orient, c'est partout. Regardez l'accord d'Alger du 14 mai 2015 sur le Sahel n'a eu absolument aucun effet. Regardez en 1992 l'accord d'Arusha sur le Rwanda qui devait mettre fin à la guerre civile. 2 ans après, à peine, vous avez eu un formidable génocide dont tout le monde se souvient, et je pourrais vous donner des exemples. Alors, vous me posez justement la question du pourquoi. Le pourquoi, il est lié à la mémoire que les États du vieux monde ont des relations internationales. Parce qu'autrefois, ça se passait comme ça. Tous les traités qu'on a appris à l'école, Utrecht, Rastatt, Münster, Osnabrück, Rijswijk, Nimègue, Aix-la-Chapelle, etc., c'était des traités entre ce que l'on appelait les plénipotentiaires d'État, c'est-à-dire les représentants des princes, qui se mettaient autour d'une table, qui réglaient le sort du monde à partir d'une transaction elle-même placée sous le contrôle de la force et de la ruse. Bon. Et effectivement, on a fait la carte de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, entre 1648, la paix de Westphalie, et 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a fait la carte de l'Europe uniquement par transaction entre plénipotentiaires. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que d'abord les logiques transactionnelles sont troublées par tout un ensemble d'éléments sur lesquels on peut revenir, mais surtout, comme vous le dites, parce que il y a les peuples, les sociétés, et qu'il est de plus en plus difficile de construire un ordre politique en faisant fi, en se moquant, en se désintéressant des postures sociales, des dynamiques sociales. La grande différence, c'est que quand il y avait une guerre autrefois, c'est-à-dire alors bien sûr au XVIIe ou XVIIIe et même au XIXe siècle, les sociétés s'en apercevaient pas. Les guerres se faisaient entre militaires professionnels et les sociétés n'étaient touchées qu'à travers les épidémies que les guerres provoquaient ou les razzias. Bon, maintenant, tout le monde est dans le bain de la guerre, là-bas. Et puis, d'autre part, nous sommes avec la mondialisation dans un monde où tout interagit. On voit bien, dès qu'il y a eu le conflit russo-ukrainien, en l'espace de quelques jours, ce conflit russo-ukrainien est devenu une guerre globalisée par l'intermédiaire de quoi? De la question du pétrole, de la question des sanctions économiques, de la question de la circulation sur la mer Noire, de la navigation sur la mer Noire. Bref, à chaque fois maintenant qu'il y a un événement international, alors regardez avec le Golfe et le détroit d'Ormuz aujourd'hui, ça devient non pas une question entre États, mais ça devient une question mondialisée. C'est-à-dire l'économie de la Finlande ou de la République centrafricaine vont être impactées par les manœuvres de M. Trump ou de M. Netanyahou dans le Golfe Persique. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau dans l'ordre international et qui implique une gestion nouvelle. Est-ce que la véritable menace pour le régime de Téhéran, ce ne sont pas les missiles de Tel Aviv, mais cette perte d'allégeance citoyenne que vous décrivez dans vos travaux? Oui, mais c'est le fond du problème. C'est-à-dire le régime iranien, en 47 ans, n'a pas su garder le soutien populaire dont il disposait au moment de la révolution de 1979, et on a vu au fil des années se constituer un fossé de plus en plus grand et de plus en plus grave entre le régime et la société. Et
ce fossé, il s'explique par des raisons systémiques qui échappent à la volonté des uns et des autres, mais aussi par des erreurs et une radicalité qui est venue renforcer tout ça. Alors, les raisons systémiques, c'est quoi? C'est que, à mesure que se construisait cette République islamique, elle a été frappée de sanctions, notamment sur la question du nucléaire. Les sanctions ont étouffé ce pays, l'ont appauvri, et donc ont créé une crise sociale énorme. Vous savez, je donne toujours cet exemple. Le prix d'un œuf à Téhéran aujourd'hui, c'était ce qu'était le prix d'une voiture au début de ce siècle. Ah oui. C'est dire comment cette inflation liée au poids des sanctions, liée à la formidable dévaluation de la monnaie iranienne, a créé un malaise économique et social très fort qui a été à la base même de cette fracture entre le régime et la société. D'ailleurs, ces manifestations impressionnantes qui ont eu lieu en décembre-janvier dernier, elles étaient motivées par cette asphyxie économique. Elles étaient précédées par d'autres sources de malaise. Le mauvais traitement des femmes, le mouvement Zendegi Azadi, les femmes, la vie et la liberté, qui a été une première fracture. Et c'est là que intervient mon deuxième paramètre. Au-delà des effets systémiques de la pression internationale, il y a eu une radicalisation du régime. Cette radicalisation du régime lui a fait perdre des soutiens chez les femmes, chez les jeunes, chez tous ceux très nombreux en Iran qui aspirent à entrer dans le monde, à se mondialiser, chez tous ceux qui, très nombreux en Iran, sont éduqués, ont des diplômes universitaires et qui donc n'acceptent pas l'étroitesse de ce contrôle des mœurs, des comportements. Tout ça a créé une situation de fracture grave. Il y a eu des moments où on pensait que les choses pouvaient s'améliorer. Il y a eu des présidences, celle de Khatami, puis plus tard celle de Rouhani, durant lesquelles on avait l'impression que le système allait s'ouvrir. L'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015 a ouvert 2 années vraiment d'ouverture et d'espoir en Iran. Et puis M. Trump, qui lui aussi est une sorte d'ayatollah extrémiste. Trump, c'est l'ayatollah du suprémacisme occidental, a cassé cette ouverture, a refermé la porte au nez de la population iranienne. Et du coup, on est retombé dans ce cycle. Vous savez, quand vous sanctionnez un régime, vous faites un cadeau royal à son aile la plus radicale et la plus conservatrice. Et je suis convaincu que le jour où M. Trump a eu l'idée stupide de déchirer cet accord du 14 juillet 2015, il a dû recevoir des tapis et des boîtes de caviar de la part des dirigeants les plus conservateurs de la République islamique qui ont repris la main, et puis ça a été le début de la tragédie que nous connaissons actuellement. Professeur Badi, vous parlez de la perte d'allégeance comme du mal absolu des États modernes. En Iran, on a le sentiment que le régime survit dans un vide citoyen. Le contrat social est rompu et pourtant Téhéran continue de projeter une puissance régionale impressionnante. C'est ici que votre concept d'énergie sociale devient fascinant. Vous dites qu'elle est mystérieuse car elle échappe au calcul de puissance classique. Est-ce que l'erreur tragique de la diplomatie occidentale, qu'elle soit américaine ou européenne, n'est pas de croire que l'on peut stabiliser l'Iran par des sanctions ou des frappes, alors que la seule force capable de transformer ce pays est cette énergie sociale interne que nous sommes incapables de comprendre et encore moins de contrôler? Oui, vous avez doublement raison. Et je crois qu'on est là aussi face à un des éléments les plus sensibles du sujet. Premièrement, il faut maintenant partir de l'idée que nos princes ont du mal à accepter que la puissance est devenue impuissante. C'est-à-dire que
la puissance d'un État, même si, comme les États-Unis, son budget militaire se chiffre chaque année à 1000 milliards de dollars, ne peut pas grand-chose. Qu'est-ce que les États-Unis, depuis 1945, ont pu changer de la face du monde? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer avec leur incroyable puissance militaire, mais aussi économique, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer en Asie orientale? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer au Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer même en Europe? Et on pourrait continuer, je ne parle pas de l'Afrique, pour lesquelles les États-Unis ont souvent eu beaucoup de mépris. Donc déjà, l'idée que l'on puisse changer les choses par la puissance, ça, comme dit la publicité, c'était avant. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, premier élément. Deuxième élément, effectivement, tout l'horizon est celui des dynamiques sociales, c'est-à-dire comment les sociétés peuvent ou ne peuvent pas bouger. Lorsque, dès le 8 mai 1945, la société algérienne est entrée dans un processus vigoureux d'émancipation de la colonisation française, rien n'a pu l'arrêter. Rien n'a pu l'arrêter. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait harmonieusement, ça a coûté énormément de vies humaines. Je ne dis pas que ça s'est fait facilement, ça a duré très longtemps. Mais je ne connais pas depuis 1945 de peuple qui, s'étant soulevés, ont été définitivement vaincus. Il y en a qui ont beaucoup de mal à s'imposer, on le voit bien, la complexité de la question kurde, de la question sahraoui, on le voit aussi d'une autre façon en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, là-bas, mais on ne voit nulle part, et y compris en Palestine, de situation où la force, la puissance a pu définitivement fermer le dossier. Comme autrefois, on a fermé le dossier des Indiens d'Amérique ou des Indiens d'Amazonie, là-bas, ou des populations autochtones d'Hokkaido au Japon. Ça se faisait, ça, autrefois. Aujourd'hui, ça se fait plus vite. Et tant mieux, d'un certain point de vue. C'est une façon de valoriser le facteur humain. Mais maintenant, la question n'est pas pour autant réglée. Si je vous dis fièrement et fortement que tout dépend des peuples et des sociétés, de la mobilisation des sociétés, il est extrêmement difficile de voir comment, dans quelles conditions des sociétés bougent ou ne bougent pas. Alors, je vais donner l'exemple de l'Algérie. Il est très intéressant, l'exemple de l'Algérie, parce que on a le sentiment, peut-être à cause de la date de 8 mai 1945, les émeutes de Sétif, que ce soulèvement du peuple algérien était lié directement à la Seconde Guerre mondiale. Ça a joué, c'est-à-dire de constater que quand le peuple français a voulu s'émanciper de la domination nazie, il y a réussi. Ça a été probablement dans l'inconscient ou dans le conscient algérien un levier extrêmement important. Donc on voit bien ces situations faites de désespoir, comme en Iran en décembre dernier, fait d'espoir au contraire, comme en mai 1945, ou fait de persévérance, comme c'est le cas de la Palestine. Y a-t-il un peuple qui a été aussi longtemps écrasé, torturé, brutalisé, et qui à chaque fois dit mais non, nous, on ne veut pas, on n'accepte pas. Bon, mais tout ceci reste très mystérieux, et surtout, tout ceci, contrairement à ce que pensait Lénine en son temps, ça ne se commande pas. Autrement dit, professeur, est-ce que le véritable changement de régime que tout le monde attend ne viendra pas d'un sommet diplomatique, mais de ce moment où l'énergie sociale iranienne décidera que l'allégeance au système est définitivement caduque? Alors, en fait, vous avez raison, c'est le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, je suis persuadé que sans un mouvement de la société iranienne, il ne se passera rien. Regardez en Syrie, en décembre 2024, le mouvement est venu de la société syrienne. Et le régime pourtant très répressif de
Bachar el-Assad n'a rien pu faire contre cette submersion. C'est un autre exemple pour sortir du seul modèle de la décolonisation. Maintenant, il faut faire très attention à une chose. Il ne faut pas non plus tomber dans le romantisme révolutionnaire en disant un jour le grand orage va se lever, le peuple iranien va balayer et le régime honni et les agresseurs étrangers. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut être attentif, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, à l'interaction qui peut se jouer entre la crise du régime et cette dynamique sociale. Si le régime n'entre pas en crise, il gardera impeccable et intacte sa vertu, sa capacité répressive. Aujourd'hui, les informations qui nous viennent de l'Iran sont claires. Les gens ont peur de descendre dans la rue, parce que si vous descendez dans la rue, même pour acheter votre pain, vous risquez un coup d'arme automatique contre vous. Hein. Bon, donc il faut que ce régime bouge lui-même pour s'allier, s'accorder ainsi à cette pression sociale. Et là, je pense, autre erreur parmi les centaines d'erreurs du couple Trump-Netanyahou, qu'il était indispensable de laisser à ce régime une porte ouverte pour qu'il puisse se réformer. On a tué à travers l'Alijani récemment l'homme qui était probablement le plus apte dans le contexte actuel à entreprendre des pourparlers, des transactions en vue d'adapter ce régime. C'est un pragmatique, l'Alijani, c'est pas un extrémiste. C'était un pragmatique, c'est pas un extrémiste. Il y en a d'autres en Iran, pourvu qu'on ne les tue pas. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, il y a l'ancien président que je citais tout à l'heure, réformateur Rouhani, il y a aussi l'ancien dirigeant iranien Mir Hossein Mousavi. Si on laisse ces personnalités entreprendre une réforme de l'intérieur qui serait rationnelle pour le régime lui-même, ce serait la condition de sa survie, cette convergence entre un régime qui bouge et une société qui vient s'engouffrer dans ces lézardes, là, ce serait effectivement la condition idéale. On a le sentiment, voyez-vous, et ça c'est un point qu'on n'a pas abordé ensemble, mais qui me paraît très important, que ce n'est pas du tout la stratégie israélo-américaine. Que la stratégie israélo-américaine vise non pas à la réinvention de l'Iran, mais vise son effondrement, son affaissement. On est dans une stratégie de chaotisation, de destruction. Côté israélien, c'est dire la destruction de l'autre est une façon de garantir ma sécurité. Et côté américain, c'est de dire la destruction de l'autre est condition de la renaissance de mon hégémonie. C'est-à-dire que les États-Unis ne croient même plus à leur capacité hégémonique sur des peuples en bonne santé. La meilleure façon d'exercer son hégémonie, on le voit bien dans le cas du Venezuela, par exemple, c'est de démanteler et puis de pouvoir d'autant mieux gouverner que ce qui reste, ce sont des ruines. Vous soutenez depuis 30 ans que le système international est en crise de citoyenneté. Les États sont de plus en plus puissants dans leurs arsenaux, mais de plus en plus faibles dans leur capacité à faire société avec leurs propres citoyens. L'Iran n'est-il pas aujourd'hui le miroir grossissant de cette pathologie mondiale ? Ce que nous voyons à Téhéran, cette fracture béante entre un État qui se projette comme puissance régionale et une société civile qui lui retire son allégeance, n'est-ce pas la traduction iranienne d'une crise globale où les citoyens partout dans le monde ne se reconnaissent plus dans la grammaire de l'État-nation? Vous avez tout à fait raison et c'est même frappant parce que c'est un phénomène unique de voir des traits communs entre des sociétés européennes, nord-américaines, africaines, moyen-orientales,
asiatiques, et on pourrait continuer. Il y a une pathologie généralisée, très grave aux États-Unis. Hein. On sous-estime la gravité de la crise sociale états-unienne, qui au tournant de ce siècle a découvert que la mondialisation ne lui était pas favorable, que ces classes moyennes étaient victimes d'une mondialisation qu'elles croyaient contrôler et qui en fait a surtout bénéficié aux puissances émergentes et à la Chine en particulier. D'où effectivement cette crise de confiance dans un politique qui semble dans l'esprit de la plupart des gens avoir été responsable de cet échec. En Europe, le national-populisme, c'est exactement la même chose. Ce qui vous fait gagner sur le marché électoral aujourd'hui, c'est effectivement la critique du politique, le dégagisme, la dénonciation de l'échec de la classe politique et en place, gouvernante, et la volonté de construire un ordre en réalité impossible qui ferait que reproduire ce qu'était la domination européenne d'antan. C'est le discours de l'extrême droite contre l'immigration et tout ce qui s'ensuit. Et vous retrouvez la même chose en Iran, en Afrique, partout. C'est-à-dire, il y a une désaffection générale à l'égard du politique, comme si le vieux politique était mort, qu'il fallait réinventer et que personne n'est capable de le réinventer. Vous savez, je vais poser une question qui risque de désespérer plus d'une personne, mais qui me paraît fondée. C'est quel est l'exemple dans le monde actuel d'une réinvention audacieuse et efficace du politique. Partout, les politiques ne cherchent plus à inventer ou à reconstruire la cité, mais à régler les petits problèmes dont dépendent leur survie. On fait l'addition de micro-réformes destinées à servir de rustine sur une chambre à air complètement poreuse. Mais c'est désespérant de penser qu'il n'y a pas dans le monde un Mandela, par exemple, capable de proposer une nouvelle cité. Une cité qui soit adaptée à la mondialisation, qui soit adaptée aux attentes sociales nouvelles, à la communication généralisée, à la prise en charge des enjeux nouveaux, que sont les grands enjeux globaux, enjeux sanitaires, enjeux climatiques, enjeux alimentaires. Mais qui en parle? C'est absolument incroyable. Quand on en parle, c'est pour le nier, comme M. Trump qui explique que les vaccins, c'est de la blague, que les épidémies, ça n'existe pas, que le changement climatique, c'est une farce, etc. En d'autres termes, est-ce que le cas iranien ne nous force pas à repenser la définition même de la puissance au XXIe siècle, non plus comme une capacité à contraindre l'autre, mais comme une capacité à réintégrer le citoyen dans le projet politique? Oui, alors, votre question montre que la puissance a deux faces. Il y a la puissance sur la scène internationale. Ça, c'est fini, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il n'y a pas d'exemple. Le dernier exemple probant, c'est 1945, quand la puissance de pays très différents mais coalisés avait réussi à abattre le monstre nazi. Depuis, en 1991, une coalition internationale a pu chasser Saddam Hussein du Koweït. C'était quand même, il faut quelquefois signaler les exemples positifs. Mais c'est rarissime. Maintenant, il y a toute une autre question qui est la puissance dans la cité. C'est-à-dire, est-ce que véritablement la puissance telle qu'elle émanait de l'État inventé en Europe à la fin du Moyen-Âge peut encore avoir prise sur les grands enjeux qui sont ceux du monde actuel? J'en suis pas convaincu. Il n'y a pas d'exemple probant. Regardez un pays comme la France, avant de repartir vers l'Iran ou je ne sais où. Comment, moi je ne comprends pas, en tant qu'en même temps politiste, après avoir fait 50 ans de sciences politiques,
mais aussi en tant que citoyen, comment la crise de la santé publique est ignorée systématiquement par tous les gouvernements qui se sont succédés. Il y a une vraie crise de la santé en France. Quelqu'un qui est malade sait qu'il faut attendre 4 semaines avant d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Qui a le malheur de se rendre dans les urgences hospitalières, malgré l'extraordinaire dévouement du personnel, constate que c'est la panique quand vous êtes dans des services d'urgence et vous allez rester agonisant sur un brancard dans le couloir du service d'urgence pendant 24 heures. Et qui pose ce problème? Quel est le président français? Quel est le premier ministre français? Quel est le ministre français qui soit venu devant les citoyens et les citoyennes français en disant, eh ben, écoutez, il faut complètement repenser notre système de santé. Je perçois votre angoisse face à cet inachèvement, cet échec, et voilà ce que nous allons faire pour le repenser. Non, rien du tout. On va simplement se payer le luxe de l'inauguration d'un nouveau service dans je ne sais quel hôpital, ce qui donnera l'occasion d'une démonstration de foule, d'un préfet en chamarré, d'élus locaux à la dévotion de celui qui va couper le ruban tricolore, et puis voilà, rien ne sera réalisé. C'est quand même incroyable. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que, comme je disais tout à l'heure, maintenant on ne gouverne plus, on règle les problèmes à très très court terme, au jour le jour, n'est-ce pas? Ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est parce que la puissance publique est mal adaptée et que l'on ne peut pas déboucher sur de vraies politiques publiques. Revenons à notre sujet principal, mais c'est une digression particulièrement intéressante. On parle beaucoup du retour des empires. Vous nuancez ce terme. Vous préférez parler d'un ordre international déclavé, fluide, où les logiques d'alliance classiques ne fonctionnent plus. L'Iran, par exemple, joue une partition complexe entre la Russie, la Chine et ses propres ambitions régionales. Mais au-delà des intérêts, vous soulignez souvent qu'il existe un moteur plus puissant et plus affectif dans les relations internationales, l'humiliation. L'Iran semble avoir transformé sa stigmatisation par l'Occident en un levier de résilience au sein d'un Sud global qui ne supporte plus d'être traité comme un acteur de seconde zone et qui ne supporte plus l'asymétrie du monde. Dans ce monde multipolaire, est-ce que l'Iran ne parvient pas à transformer sa solitude diplomatique en une force d'attraction auprès de ceux que vous appelez les humiliés du système? Autrement dit, est-ce que l'Occident, en pensant punir l'Iran par l'isolement, n'a pas involontairement créé le ciment d'une nouvelle coalition mondiale contre lui? Alors, d'abord, toute petite remarque, oui, je n'accepte pas cette formule de retour des empires qu'on voit circuler partout, c'est un lieu commun, ça veut rien dire. D'abord, il faudra définir de manière attentive ce qu'est un empire, là-bas, parce que si vous mettez bout à bout l'empire tsariste, l'empire colonial français, l'empire britannique, l'empire états-unien ou l'empire chinois, vous voyez que vous avez des notions impériales totalement différentes les unes des autres, et ce n'est pas parce qu'un État a des prétentions sur son voisin ou plus loin encore que en parlant d'empire on arrivera à tout comprendre. Dans ce cas-là, le Rwanda de Monsieur Kagame est un empire parce qu'il intervient au Congo. Enfin, tout ça, c'est des mots, vous savez, ces mots tout faits, je dirais ces concepts monoprix. Ils ont pour principale fonction d'empêcher de comprendre à la profondeur du problème. C'est-à-dire qu'on est dans la mondialisation et la mondialisation se caractérise par une capacité projective énorme qui peut prendre différentes figures. Ça peut être une projection politique, militaire, économique, culturelle, religieuse, et il faut comprendre cette logique extraordinairement subtil. Alors, maintenant, effectivement, on s'aperçoit
que, d'une part, il y a cette fluidification, c'est-à-dire la mondialisation et en même temps, la mondialisation et la chute de l'URSS a conduit à périmer la notion d'alliance. C'est-à-dire, au lieu de s'allier, puisqu'il n'y a plus de camp, on ne va pas s'allier, mais on va passer des transactions avec l'un un jour, l'autre le lendemain. C'est ce que j'appelle le polyamour diplomatique. Mais au-delà de cette fluidification, je pense qu'effectivement, il y a un ciment qu'on ne veut pas voir parce que c'est gênant quand on est au nord, on s'en sent un peu responsable, qui est le ciment de l'humiliation. On parle beaucoup de Sud global aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Chine et la Gambie? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Inde et le Lesotho? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Brésil et l'île de Sainte-Lucie? Rien, objectivement. Sauf que tous ces États ont une expérience commune d'humiliation passée et pour la plupart d'entre eux, d'une humiliation persistante. Et le relatif, je dis bien relatif parce que les choses ne sont pas si simples, succès de la Chine en Afrique, reposait sur cette idée, nous aussi, nous avons été dominés, colonisés, sous une forme différente, en tous les cas humiliés. Bon. Et cette humiliation, elle a son prolongement aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait considérer qu'avec la décolonisation, c'est fini. L'humiliation, à nouveau, tous les États sont mis sur le même plan. La Charte des Nations Unies parle de l'égalité souveraine des États. Mais on voit bien que dans la réalité, c'est pas la même chose. Que la gouvernance du monde répond encore aux logiques de l'entre-soi. Regardez le G7. Le G7, il n'y a que des pays du Nord et occidentaux. Considérant le Japon comme l'extrême Occident, si vous voulez, qu'il est véritablement. Bon, on voit bien que le droit international, les normes internationales, dans tout ce qu'elles ont d'ailleurs de réussi et de tout à fait digne d'accord, viennent toujours du même endroit. C'est les Occidentaux qui ont inventé le droit international. Toutes les normes internationales, en matière interétatique, mais en matière commerciale, en matière économique, en matière de communication, en matière de brevets, etc., sont des normes qui ont été fabriquées par les Occidentaux. Donc, il y a en même temps cette récrimination commune contre un ordre qui vous a humilié, qui continue à vous marginaliser, et un commun espoir de pouvoir ensemble reconstituer ou constituer ou inventer un système international véritablement universel. C'est ce qu'on appelle, et qui est très important, la bataille des normes. Et ça, c'est le ciment de pays, de tous ces pays du Sud. Alors, dans le cas iranien, vous avez une autre incarnation de cet effet ciment, si vous voulez, de cet effet solidaire. Cette autre incarnation, c'est la contestation. C'est-à-dire, vous êtes comme nous, dominés, humiliés, marginalisés, eh bien, unissons-nous pour combattre cette commune humiliation. Et pour beaucoup, la solidarité qu'il y a entre la République islamique et la cause palestinienne, mais aussi d'autres causes décoloniales, vient de cela. C'est-à-dire de ce sentiment qu'il faut dépasser cet ordre producteur d'humiliation. Le conflit israélo-palestinien, au fil des temps, il s'est réincarné dans l'idée que Israël s'impose comme la pointe avancée du monde occidental au sein des pays du Sud. Et donc, cette solidarité du Sud global avec la Palestine tient à cette volonté d'endiguement de cette pénétration par l'intermédiaire de l'État d'Israël du monde occidental, plus particulièrement dans le Moyen-Orient, mais d'une façon générale dans le Sud global. L'Europe, dans ce nouveau jeu d'alliance fondé sur la reconnaissance plutôt que sur la puissance, semble frappée de mutisme. Est-elle devenue le spectateur impuissant d'un monde dont elle ne comprend plus la psychologie? Alors, l'Europe a été vraiment
l'une des victimes les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a cru se relever de la Seconde Guerre mondiale en s'unissant. Ça a été la construction européenne, ça a été le plan Schuman, ça a été la CECA, ça a été la CEE, puis l'Union européenne, etc. C'est vrai que d'un certain point de vue, cette construction européenne a été très positive. Elle a permis la réconciliation entre peuples et pays qui se faisaient la guerre depuis déjà un certain temps. Elle a permis une reconstruction économique lors des Trente Glorieuses de l'Europe, mais elle n'a pu se reconstruire que grâce à l'hégémonie américaine. Pourquoi ? Parce que dans l'ADN européen, il y a cet esprit de compétition. Et l'Alliance Atlantique est arrivée comme un élément destiné à modérer cette compétition. Mais ça impliquait deux contreparties extrêmement coûteuses pour l'Europe. D'abord, confier la défense européenne aux États-Unis pour ne pas risquer en la confiant à certains États européens et pas à d'autres de faire renaître le risque de jalousie et de compétition réciproque. Et d'autre part, ça a érigé les États-Unis en grand arbitre des divisions européennes. Alors ça a marché un temps, notamment pendant la guerre froide, parce que les États-Unis avaient tout intérêt à ce que l'Europe soit unie derrière elle, c'est pour des raisons évidentes. Maintenant, les États-Unis ne comprennent pas l'avantage qu'ils peuvent tirer d'un investissement dans la défense européenne qui leur est extrêmement coûteux et qui leur rapporte pratiquement rien. Et donc, l'Europe est affolée à l'idée de s'émanciper des États-Unis alors qu'elle n'est pas prête de le faire parce que, on le voit bien, elle est incapable de produire une politique étrangère commune, des projets communs. C'est absolument dramatique de voir que même face à l'Ukraine, où son degré d'unité semble être le plus élevé, mais regardez face à Gaza, face à la question iranienne, face à la question de l'accord avec le Mercosur, face à la Chine, face à l'Afrique et au Sud global, il n'y a pas même le début d'une politique commune. Alors moi, ça me fait bien rire quand on parle de défense commune. Que vaut une défense commune si vous n'avez pas de politique commune ? On voit bien que ce moteur de l'humiliation ne s'arrête pas aux frontières du Moyen-Orient. Est-ce qu'on n'assiste pas à une mondialisation des colères, où l'Iran, par sa résilience, devient une sorte de modèle symbolique pour d'autres régions, notamment au Sahel, qui cherchent, elles aussi, à rompre avec une certaine tutelle internationale ? Oui, alors, ne donnons pas à la République islamique d'Iran un rôle moteur qu'elle n'a pas. À un moment, on avait cru ça, c'est-à-dire justement dans les années qui ont suivi la révolution de 1979, on s'est dit, ben voilà, ça devient un modèle, et ça l'a été d'un certain point de vue, mais ça n'a pas trop duré. Fondamentalement, la colère, elle est sui generis, c'est-à-dire la colère qu'on voit au Sahel, c'est l'accumulation, c'est le résultat de l'accumulation d'échecs économiques et sociaux vécus au Sahel. Pas plus, faut pas aller chercher plus loin. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un leadership iranien dans cette affaire. En revanche, et j'en parle beaucoup dans mon livre parce que ça m'a intéressé, il y a des logiques d'identification. Quand il y a un conflit quelque part, on a tendance, parce que l'information circule, l'image circule, on a tendance à se positionner, ce qui est nouveau, qui n'existait pas autrefois, par rapport à ce conflit. Et donc à s'identifier plus ou moins. Il y a une très forte identification des pays du Sud global à la cause palestinienne. Et il y a des formes d'identification à la cause sahraoui, à la cause kanak, à la cause iranienne aujourd'hui, etc. Tout ceci est vrai. Ne faisons pas pour autant l'Iran le moteur de la colère. Voilà, je vais être obligé de bientôt m'arrêter. Ah oui. Bon, bah alors on va clôturer. J'avais une dernière partie sur le droit, mais bon. En tous les cas,
Oui, on essaie. Une petite question quand Une même. dernière question. Allez. Vous rappelez souvent que même les armées les plus sophistiquées n'atteignent plus leurs objectifs. On l'a vu, on le voit au Sahel, à Gaza, la force détruit, mais elle ne produit plus de politique. Face à ce chaos, certains reviennent aux fondamentaux de Hans Kelsen et à son idée d'une paix par le droit, où une juridiction internationale suprême viendrait brider la volonté de puissance des États. Est-ce que ce rêve kelsénien d'un ordre juridique mondial a encore une chance de renaître sur les cendres de la diplomatie de la force, ou faut-il, comme le suggéraient des penseurs comme l'Égyptien Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU, dans son agenda pour la paix, ou le juriste algérien Mohamed Bedjaoui, ancien président de la CIJ, avec son concept de nouvel ordre économique, comprendre que le droit est vide s'il ne s'accompagne pas d'une justice sociale et d'une reconnaissance de l'autre? Alors attendez, il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, une chose doit être claire. Il n'y a pas de substitut au droit international. Il n'y a pas de substitut au droit international. C'est-à-dire que la mondialisation étant ce qu'elle est, la rupture par rapport à l'époque ancienne des États souverains en compétition est telle que l'ordre international dépend exclusivement du droit. Il n'y a pas d'autre façon. Et en cela, Kelsen avait raison, était prémonitoire. Maintenant, deuxièmement, vous avez tout à fait raison, le droit est injurié. Le droit est bafoué. Le droit est maltraité. Entendre le président des États-Unis avoir le culot de dire que le droit ne l'intéressait pas, que ce qui dictait sa conduite, c'était son sens personnel de la morale, est absolument scandaleux. Et la puissance que M. Trump réinvente aujourd'hui est une puissance débarrassée du droit. Mais ça ne peut pas fonctionner. On en a beaucoup parlé. Je n'ai pas besoin de refaire la démonstration. Alors, ceci étant dit, deux éléments. Un élément optimiste, terminé là-dessus quand même, et un élément de complémentarité. L'élément optimiste, c'est que ce n'est pas parce que le droit est maltraité, ce n'est pas parce que le droit est bafoué que le droit n'existe plus. Si vous grillez un feu rouge, vous violez le droit, mais ça ne veut pas dire que le droit qui interdit de passer quand le feu est rouge n'existe plus. Le droit existe et il est en progrès. Car moi, appartenant à la génération de la guerre froide, je peux vous dire que pendant la guerre froide, personne ne parlait du droit. Aujourd'hui, jamais le droit n'a été aussi fortement énoncé. Jamais une cour internationale de justice n'a pu rendre une décision comme celle qui attire l'attention sur le risque génocidaire à Gaza. Jamais une cour pénale internationale n'aurait, elle n'existe pas avant 1998, mais même depuis, jamais on aurait osé lancer un mandat d'arrêt contre Poutine ou contre Netanyahou. Donc le droit est en progrès et sa force énonciatrice, c'est déjà l'une de ses deux grandes qualités. Maintenant, il faut bien sûr créer les conditions de son respect, mais ça ne dépend pas du droit, ça dépend de la politique des États. Alors, ceci étant, Boutros-Ghali, Bedjaoui ont raison de dire que un droit sans un ordre juste n'est pas possible. Le droit repose sur le juste. Si on ne donne pas au juste les conditions de sa réalisation, le droit ne sera pas même compris ou sera considéré comme une abstraction. Et dans l'agenda pour la paix, Boutros-Ghali avait très justement dit attention, maintenant, la plupart des guerres dérivent de l'injustice internationale. Donc il faut évidemment combattre cette injustice. Mais ça, c'est le rôle du politique. Ce n'est pas le rôle du droit. Le droit, il est là pour dire un certain nombre de choses. Dire, par exemple, la guerre préventive, ce n'est pas admissible. Bon, on le sait. Et on sait que la guerre que Israël et les États-Unis mènent en Iran actuellement est une guerre illégale et qu'on arrête de discuter. C'est comme ça, c'est illégal. Bon, maintenant, il faut aussi trouver les éléments
qui réconcilient la société avec son droit, qui permettent à la société de s'approprier son droit. C'est loin d'être le cas, parce que justement, l'égalité, la justice économique et sociale ne sont pas respectées. Bertrand Badi, votre livre se termine sur une note d'espoir, ou du moins de lucidité, celle de prendre enfin en compte l'autre dans sa dimension sociale et humaine. Par-delà la puissance et la guerre, aux éditions Odile Jacob, est une lecture indispensable pour quiconque veut comprendre pourquoi le monde nous échappe. Merci infiniment de nous avoir accompagnés pour ce décryptage. Quant à vous, chers auditeurs, pour soutenir cette information qui cherche la hauteur de vue plutôt que le fracas, abonnez-vous à Observe-Actu. Merci beaucoup, Bertrand Badi. À très bientôt. Au revoir. Bien, ça vous allait ? C'était parfait.